Ok. Bonjour à tous, Clément Mierten, je suis interne en neurochirurgie à Grenoble et je vous présente ce travail de modélisation et on espère de prévention du burn-out en neurochirurgie. Ce travail il vient d'une prise de conscience de la communauté neurochirurgicale en général, qu'il était temps de faire un petit peu le point de la santé au travail en neurochirurgie en France. Et ce travail il intervient entre autres dans le contexte de plusieurs suicides en neurochirurgie. Un interne en orthopédie qui était en stage à Marseille, et puis fait marquant, et c'était un travail un peu personnel aussi, du suicide d'un neurochirurgien à Grenoble, le premier jour de mon internat. Donc je remercie Monsieur Gay, président de la Société française de neurochirurgie, et Monsieur Roche de m'avoir permis de faire ce travail et de m'avoir soutenu. La neurochirurgie selon Facebook, juste pour voir un petit peu comment on est perçu à l'extérieur, et bien un peu comme des bourreaux de travail. On lit voilà, les exigences de la maquette de neurochirurgie avec un nombre de gardes qui s'est, mais on va beaucoup mieux, qui s'est considérablement réduit. On est passé de 5 à 10 par mois et on travaille entre 60 et 85 heures par semaine. Et un monsieur qui est assez présent sur Facebook dit: il ne faut pas avoir peur de perdre ses cheveux. Moi ça a commencé avec des réactions assez fortes. On s'étonne de la santé mentale des internes d'après Véronica. On se torche avec la loi. Voilà. Bon, il y a quand même des gens qui sont encore reconnaissants, mais c'est pas la majorité. Donc l'objectif du travail, c'était de décrire la santé au travail et la prévalence du burn-out en neurochirurgie en France, de proposer des modèles qui permettent de comprendre ce phénomène et on espère de pouvoir le prédire, et puis d'utiliser cette production scientifique pour appuyer nos demandes de moyens. Qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est une triade qui est définie par de l'épuisement émotionnel, de la dépersonnalisation ou du cynisme et un accomplissement personnel bas. On a utilisé des échelles académiques avec une définition validée qui nous permet d'avoir des résultats comparables. Et la définition qu'on a retenue, c'est celle d'un épuisement émotionnel et ou d'une dépersonnalisation à un stade sévère selon une échelle validée. On sait que ça a des conséquences négatives sur la santé des soignants, des dépressions, des suicides, de l'absentéisme, pas tellement en neurochirurgie, et sur la qualité du soin. Donc la prévalence du burn-out, c'est un travail qu'on a fait au printemps 2019. Donc au printemps 2019, dans l'ensemble de la communauté... il manque une diapo. Alors, je vais le dire à l'oral. On a diffusé un questionnaire adressé à tous les internes et aux seniors qui étaient disponibles via une mailing list pendant le printemps, un questionnaire qui était obligatoire pour les internes avec un gros taux de réponse et optionnel pour les seniors qu'on a du moins de mal à contraindre. Avec un taux de réponse de quasiment 100% pour les internes et d'environ 25% pour les médecins seniors. Donc ça faisait 140 internes et 102 seniors, avec un questionnaire sur le burn-out et sur plusieurs échelles de psychologie du travail, sur le conflit entre le travail et la famille, sur la psychologie personnelle des gens, sur le travail excessif, etc. Le résultat, dans cette communauté interrogée, 49% de burn-out au printemps 2019, avec, même si on a une moins forte participation des seniors, pas de différence entre internes et seniors significative, pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Alors, quels sont les facteurs associés dans une analyse de régression multiple? Eh bien, il y a plusieurs composantes qui reviennent. Pour l'épuisement émotionnel, la personnalité névrotique, c'est-à-dire plus sensible, habile émotionnellement, le conflit de l'impact du travail sur la famille qui revient, un déséquilibre entre la somme des efforts et la somme des récompenses, le plaisir au travail, heureusement, est protecteur. Et l'addiction au travail a un effet néfaste et la quantité de travail totale a quand même un rôle négatif.
On retrouve le conflit travail-famille, le surinvestissement. Voilà pour les deux composantes principales du burn-out. Alors ensuite, on a essayé de découper un petit peu là on était dans les facteurs associés, on a fait une étude en cluster pour essayer de définir des groupes de médecins qui sont plus à risque que d'autres ou qui sont plus protégés. Après analyse statistique, on a gardé deux composantes, l'échelle de Flow qui est une échelle de psychologie au travail qui étudie l'absorption, la motivation et le plaisir, et une échelle d'addiction au travail. On a découpé les catégories de soignants en fonction de ça. On a sorti 4 groupes. Un premier groupe qui est addict au travail, qui est très absorbé, très motivé. Voilà, les addicts. Un groupe qui n'est pas du tout addict au travail, qui n'est pas absorbé, pas de plaisir, bon, ceux qui ne sont pas très impliqués dans leur travail, qui sont quand même là. Un troisième groupe qui est non addict, qui est moyennement absorbé, qui prend du plaisir, qui est motivé. Un groupe finalement plutôt équilibré. Et un dernier groupe qui est plutôt addict au travail, mais qui n'aime pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'était le troisième groupe, donc le groupe le plus équilibré, qui était le seul qui était moins à risque de développer un burn-out. Et c'était intéressant, indépendamment du nombre d'heures travaillées et du nombre de gardes. Donc c'est pas forcément ceux qui travaillent le plus. Alors, travailler beaucoup, c'est plus à risque de faire du burn-out, mais à quantité de travail égale, c'est ceux qui sont plus équilibrés, qui sont protégés. Enfin, on a étudié un troisième modèle pour essayer d'avoir une prédiction la plus précise possible. On a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle qui est un réseau de neurones qui, pour le coup, lui, n'explique pas vraiment, mais va nous donner un chiffre avec une performance prédictive à laquelle on va pouvoir se fier pour individuellement dire telle personne est plus à risque de développer un burn-out. Donc on donne à l'algorithme en entrée toutes les données qu'on a et puis l'algorithme va vous donner un chiffre, que ce soit une valeur absolue du burn-out ou une prédiction binaire, burn-out, pas burn-out. Et on obtient des performances qui sont loin d'être du 100%, mais on arrive à avoir un CAPA entre les données prédites et les données réelles qui restent cohérents, une bonne corrélation, et sur une échelle de 54 points, on arrive à prédire le résultat à 6 points près, avec quand même une variation. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que au printemps 2019, on avait quand même 50% de la communauté neurochirurgicale qui exprimait un sentiment de burn-out. Donc le burn-out, c'est du ressenti, c'est pas pour ça que les gens sont en arrêt maladie, mais c'est des gens qui expriment un certain niveau de souffrance. La personnalité est un facteur qui est indépendant de la neurochirurgie qui est associé au burn-out, on l'a vu dans l'étude de régression. Donc ceux qui sont plus instables émotionnellement, surtout la composante névrotique du questionnaire que l'on a étudié, est un facteur, et ça c'est indépendant de notre métier, c'est la personnalité qu'on a. Il y a des facteurs qui sont dépendants de l'exercice neurochirurgical qui sont associés. Dans les deux composantes majeures, le conflit entre le travail et la famille, un déséquilibre entre l'effort et les récompenses, et quand même le temps de travail, et on sait qu'il est un peu excessif dans notre spécialité. On a proposé des modèles prédictifs qui sont relativement simples, c'est quelques questions. Et l'objectif et l'application de ce travail, c'est de pouvoir développer un accompagnement personnalisé qu'on espère mettre en place dès le début de la carrière pour avoir un suivi des individus qui sera personnalisé en fonction du risque que l'on a de développer un burn-out ou plus largement une souffrance au travail, et sachant que cette souffrance au travail, elle se répercute aussi sur les patients. Donc concrètement, on est en train de travailler avec d'autres chercheurs pour développer une application simple de quelques questions à répondre qui sera colligée. Ça peut être sur un smartphone ou par mail, on verra le format, pour pouvoir donner au mentor une indication
de l'évolution possible et d'avoir un suivi plus rapproché des jeunes et des plus vieux neurochirurgiens. Je vous remercie.